Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, nous recevons Yann Yambon, ministre de l'Intérieur. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. On a appris ce matin dans la dernière heure que Salah Abdeslam se serait caché pendant 3 semaines juste après les attentats à Schaerbeek. Est-ce que vous confirmez cette information? Bon, j'ai vu l'article aussi, mais je ne peux pas confirmer. Et de l'autre côté, ça fait part de l'enquête judiciaire, donc c'est pas utile de donner plus d'explications. Mais je ne peux pas confirmer l'article. Est-ce que vous pouvez nous dire si on a des éléments qui disent qu'il est encore en Belgique ou pas? Non, ça fait, je ne peux rien dire, mais ça fait part de l'enquête judiciaire. Et donc, on ne peut pas donner, ni moi, parce que je ne suis pas au courant, mais même les enquêteurs ne peuvent pas donner beaucoup de détails là-dessus. Alors, autre élément d'actualité de cette semaine, c'est qu'on a appris qu'il y a un imam qui est inculpé. Le procès a commencé lundi dans une filière de recrutement terroriste. On s'est rendu compte qu'il prêche encore à Anderlecht. Alors ça pose quand même question, non? Oui, ça pose question et c'est normal que maintenant on va faire une enquête. Maintenant qu'on a appris ça, c'est maintenant la tâche de la police de voir ce qui se passe et s'il effectivement prêche la haine. Et à ce moment-là, on doit agir. Oui, parce que cette personne aussi a participé à un colloque à Gand, un colloque auquel même vous avez fait une brève intervention. Oui. Comment c'est possible? Mais c'est une organisation qui nous invite. Et c'est clair qu'à ce moment-là, quand je reçois une invitation, je laisse voir par les services ce qui est cette organisation. Et ça, c'était une organisation tout à fait honnête et respectable. Et donc, j'ai participé à cette colloque parce que j'ai toujours dit que je veux collaborer avec le monde musulman, le bon part, la grande majorité du monde musulman. Donc, si je reçois une invitation, je vais voir est-ce que... Mais si vous aviez su qu'il y avait cet imam inculpé, vous seriez allé? Quand même, j'avais fait ces discussions avec les organisateurs en demandant est-ce que c'est normal que vous invitez celui-là, mais en conversation, en dialogue avec les organisateurs. Alors, Philippe Moureau publie un livre où il règle un peu ses comptes et il y pointe une campagne contre lui orchestrée notamment par la NVA en disant avec ça, on a un peu voulu cacher le manque de suivi qu'il y avait sur la fameuse liste des personnes radicalisées. Qu'est-ce que vous répondez? C'est du niveau si bas. Aussi, il m'a appelé un nazi et je ne sais pas quoi. Donc, allez, c'est un niveau si bas que ce n'est pas utile d'y répondre. Je veux me mêler dans des discussions sérieuses, mais pas à ce niveau-là. Ouais, le nazi, c'était plutôt le fait de faire des contrôles domiciliaires. Mais on ne fait pas de contrôle domiciliaire. Ce que j'ai demandé à la commune, c'est qu'on doit savoir qui habite dans une commune. Pas seulement Molenbeek, mais chaque commune en Belgique. Parce qu'une politique de sécurité commence par savoir qui habite dans ma commune. Mais le bourgmestre elle-même a dit qu'à Molenbeek, ce n'était pas tout à fait le cas. Donc c'est normal, c'est la loi, donc c'est normal que je demande et je donne de soutien, de support à la commune pour faire ce boulot. Ça, c'est la loi. Ce fameux fichier des personnes radicalisées, on avait annoncé qu'il serait plus interactif ou évolutif à partir de janvier, parce que les communes se plaignaient un petit peu de la difficulté de l'outil. Qu'est-ce qu'il en est? Mais on a cet outil, c'est prêt, c'est maintenant utilisé par la police fédérale parce que la proposition de loi qu'on avait introduit pour réaliser ça, cette projet de loi a eu quelques remarques de Conseil de l'État et de Commission pour la sécurité privée. Et donc, on est en train maintenant d'adapter et de nouveau le présenter au gouvernement et puis le mettre au Parlement. Mais la police fédérale utilise cette base de données et donc tous les autres services donnent leurs données à la police fédérale. Une fois que la loi est votée, on peut faire ça immédiatement, chaque service à soi, et donc aussi la police locale. Donc ce sera pour quand, ça? Moi, je ne peux pas dire à quel temps ça passe par le Parlement, mais je pense fin mars où normalement ça doit être passé. Alors, sur les chiffres des personnes radicalisées, on parle de 450 personnes, dont 197 à Bruxelles. Sur ce plateau, cette semaine, Fouad Haïdar, qui est député bruxellois, disait « Moi, je ne crois pas à ces chiffres, ce n'est pas assez élevé. Il y a plein de personnes qui échappent au filet. » Mais les chiffres ne sont pas tout à fait corrects. On a en grandeur 440 personnes qui sont
qui sont allés ou retournés de Syrie ou Irak. Et à côté de ça, on a encore 400 personnes dont on pense qu'ils sont en train de se préparer pour y aller et qui sont en train de radicaliser. Donc en total, on parle de presque 900 personnes sur cette liste. Alors, le plan Canal, fameux plan qui a été lancé là, il y a quelques semaines, il y a eu pas mal de critiques sur la délimitation. On parle de Vilvoorde, de 7 communes bruxelloises. Pourquoi cette limite-là? Mais ce n'est pas moi qui ai inventé ça. À certains moments, j'ai dit, s'il y a autant de liens des terroristes à Molenbeek, on doit faire quelque chose à Molenbeek. Et puis, ce sont les zones de police locales, ensemble avec la police fédérale, qui ont dit, mais on voit les mêmes paramètres de criminalité, de nombre de retournés, donc pas seulement à Molenbeek, mais la zone de Canal, donc les 8 communes que vous venez de demander. Certains se disent, pourquoi pas à Anvers-Verviers, pourquoi pas à Jette, où il y avait aussi quelqu'un? C'est toujours, quand on propose quelque chose, il y a toujours des gens qui disent, pourquoi pas ceci, pourquoi pas cela. Ici, c'est une zone cohérente en chiffres de criminalité et pour un plan, donc la façon dont on doit agir, c'est cohérent ici. C'est clair qu'à Anvers, à Gand, à Charleroi, à Liège, on a aussi le phénomène de radicalisés et des djihadistes. Et donc là aussi, les local task force font leur boulot. Mais la situation à Bruxelles, avec les 6 zones de police, est un peu particulière. Est-ce qu'on pourrait à terme élargir ce plan ? Si c'est nécessaire, parce que ça c'est quelque chose. Maintenant, j'ajoute pour le moment 70 agents de police, policiers fédéraux pour Molenbeek et pour Vilvoorde, et ça va encore augmenter vers 300. Mais si on voit que cette augmentation de force policière fait bouger la criminalité, on peut suivre avec les policiers, on peut suivre le phénomène de criminalité. Donc c'est clair que ce n'est pas statique, c'est un phénomène qu'on fait le monitoring et on met la force là où c'est nécessaire. Ouais. Les policiers ont été assez mécontents. Il y a un préavis de grève qui est pour l'instant en discussion, en tout cas à midi, à l'heure de parler, il était encore en discussion. Vous les avez vus hier. Qu'est-ce qui ressort de cette réunion? Mais hier, je les ai vus pour les informer, du résultat des débats des tâches clés. C'est un débat qu'on a clôturé il y a quelques semaines. Et puis aussi de répartition des 300 millions qui aussi sont décidés dans le sein du gouvernement il y a quelques semaines. Pour la lutte contre le radicalisme. Pour la lutte contre le radicalisme. Donc c'était plutôt une réunion informative. Et je dois dire, l'ambiance était positive et était correcte. Mais aujourd'hui, pour le moment, ils sont ensemble, mon cabinet et les syndicats, pour parler de façon comme on a recruté ou choisi les policiers qui doivent venir ici à Molenbeek. Ils ne sont pas contents parce qu'on a dit à certains du jour au lendemain, vous quittez la réserve fédérale et vous allez à Vilvoorde. Mais je prends mon responsabilité, mais ça c'est plutôt de l'opérationnel. Donc ça c'est le boulot de l'organisation, de la police. Et donc hier on a un peu en parlé et je comprends quelques remarques du syndicat et donc je pense qu'on peut voir comment, pour le futur, on peut améliorer ce processus. Alors, vous avez parlé des 70 premiers policiers qui sont arrivés. Dans l'immédiat, vous parliez de 300. Quand est-ce qu'ils seront sur place et ils viennent d'où ? Mais je l'ai dit, d'ici jusqu'à la fin de l'année, les 300 sont en place. Et d'où ils viennent, ça on va recruter, c'est clair, mais on n'a pas le temps d'attendre ce recrutement et la formation de tous ces policiers. Donc on va les chercher partout dans l'organisation de la police parce que, je dis toujours, on met le focus sur les tâches prioritaires et le combat contre le terrorisme, c'est clair que ça c'est une des tâches prioritaires. Certains bourgmestres, dont Yvan Mayer, disent pourquoi est-ce qu'on ne peut pas recruter au niveau local pour avoir des gens vraiment qui connaissent le terrain? Oui, il a tout à fait raison et ça c'est le but aussi. Aujourd'hui, j'ai un programme pilote à Anvers, là où le recrutement est fait par la police locale. Donc ils font les campagnes de recrutement dans les mêmes standards de la police globale. Et j'ai dit, et je l'ai dit à M. Mayer aussi, qu'une fois qu'on fait l'évaluation de ce projet de pilote, et ça c'est après 6 mois, donc dans 2-3 mois, je peux ajouter d'autres villes
Et dont Bruxelles, par dont exemple. Bruxelles, je peux ajouter d'autres villes dans cette programme. Donc je suis tout à fait ouvert à discuter ça avec monsieur Alors, sur le terrain, Mayer. ces policiers, qu'est-ce qu'ils vont faire très concrètement? Mais ce qu'ils vont faire, on a un plan policier sur 4 axes. C'est d'abord être présent dans les rues pour voir ce qui se passe, mais aussi pour aider les gens et pour informer les gens. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, ça, c'est un suivi beaucoup plus proche des retournis qu'on connaît. Troisième, je sais que les terroristes aussi sont parfois dans les réseaux de drogue et falsification des papiers d'identité. Donc ça aussi. Et puis, le réseau de financement de ces terroristes, ça c'est partout l'économie noire. Et donc là aussi, ils vont faire d'enquête sur l'économie noire. Alors, un autre volet de ce plan Canal, c'est le renfort au niveau de la justice, là. Qu'est-ce que les personnes en plus vont pouvoir apporter? Mais sur la justice, quand on fait beaucoup plus de contrôle et on est beaucoup plus proche de la scène criminelle, c'est clair que peut-être on va arrêter quelques gens et donc la justice... C'est pour faire le suivi, en fait. C'est pour faire le suivi, ouais, exactement. Alors, il y a pas mal de critiques en disant, voilà, on met l'accent sur le sécuritaire, mais c'est au niveau de la prévention, c'est en amont qu'il faut prendre les choses. Qu'est-ce que vous répondez? Mais là aussi, je peux confirmer, ils ont raison, mais nous vivons dans un pays complexe. Il y a des compétences sur différents niveaux. Et tous les éléments pour faire la prévention sont surtout sur le niveau des communautés. Je parle de formation, je parle de la politique pour la jeunesse, de bien-être social. Ce sont tous des compétences des communautés. Et donc, souvent, on parle avec les communautés, on peut voir que leurs programmes de déradicalisation et de prévention sont mis en place. Donc c'est à ce niveau-là que ça doit se faire. Oui. Alors on a parlé des centrales nucléaires. Hein. On a trouvé lors de perquisitions une vidéo qui filmait les allées et entrées d'un responsable d'un site. Vous dites qu'il n'y a pas pourtant de menace sur les sites. J'ai confirmé qu'il y était une menace sur cette personne individuelle, mais j'ai demandé à l'OCAM de faire l'analyse profonde et il n'y a aucune indication qu'il y a une menace spécifique pour les sites nucléaires. Aujourd'hui, de nouveau, je peux confirmer ça. Pourtant, au lendemain des attentats, on s'est dit, attention, on va renforcer la surveillance sur les centrales. C'est qu'on avait des inquiétudes. Mais non, les centrales nucléaires, c'est toujours sensible pour des attaques. C'est quelque chose, et on sait, la chance est assez réduite, mais les conséquences, la catastrophe est énorme. Donc on est toujours attentif pour ce qui se passe autour et dans les centrales nucléaires. Et c'est aussi prévu dans les tâches principales de la police. On va former un nouveau corps de protection, et dans ce corps, il y a tout un département qui est vraiment dédicacé pour les sites nucléaires. Et hier, au Parlement, j'ai dit qu'entre-temps, donc entre maintenant et le moment où ce corps est opérationnel, on va aussi libérer des capacités pour faire la protection de ces sites nucléaires. Et je viens avec un programme la semaine prochaine au gouvernement. Là, on en saura plus. Alors, les relations entre l'État fédéral et la région, elles sont quand même souvent compliquées. Il y a eu des comités de concertation mouvementés ces derniers temps. Du côté bruxellois, les gens ont l'impression d'être un peu négligés, méprisés. Qu'est-ce que vous répondez? Je réponds que ce n'est pas du tout le cas. C'est vrai qu'on vit dans un pays complexe et la complexité est le plus fort ici à Bruxelles avec les différents niveaux de compétences. Mais j'ai souvent de contact avec M. Vervoort et avec les gens du région Bruxelles. On n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, mais j'essaie quand même de ne pas jouer des jeux politiques quand on parle de sécurité. Je pense que c'est pas justifié, et de voir comment on peut travailler ensemble. Et du côté de M. Vervoort, j'ai le sentiment que c'est la même attitude. La région, c'est un partenaire à part entière pour vous? Mais ça doit être un partenaire, parce qu'on a les compétences à chaque niveau et on doit collaborer ensemble pour garantir pour les gens ce qu'ils méritent, ça c'est la sécurité. Alors, parmi les dossiers qui ont suscité des crispations, on a plusieurs qui sont dans le portefeuille de Mme Galland. On a parlé du RER, on a parlé des avions. On n'a jamais beaucoup entendu la NVA lors de ces polémiques-là. Est-ce que la ministre Galland a toujours tout votre soutien? Mais oui, elle est toujours sous notre soutien. Et je n'ai pas le style, et mes collègues de l'NVA n'ont pas le style d'attaquer une personne personnelle. On travaille au sein du gouvernement pour voir que les choses qu'on a décidées,
qu'il se réalise aussi dans la pratique. Mais ça, ce sont des discussions au sein du gouvernement. Très bien. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. C'était un plaisir. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans Les Experts, les invités seront Boris Diliès et Céline Delvorche. Bon week-end à tous.